Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Cette même santé mentale qui a été proclamée comme grande cause nationale de 2025. Tous les ministères étaient censés en faire leur affaire. On le sait, il y a eu une augmentation exponentielle des besoins de soins depuis la crise du Covid. Et du coup, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Du coup, je me propose à lire certains écrits que j'ai pu recueillir en hôpital psychiatrique ou que j'ai pu écrire par moi-même sur notamment la dépression. Voilà. Pour essayer de mieux comprendre ce qu'on ressent quand on est en dépression autrement qu'avec des définitions complexes de la psychiatrie contemporaine. C'est neutre, enfin la définition je vous la mets là, c'est une définition, voilà. Comme c'est un sujet qui m'intéresse énormément, du coup j'ai essayé de recueillir des sources, les miennes, et aussi celles de Le Monde, hein, parce que on va prendre des graphiques quand même, un peu pour illustrer nos propos. Alors bien évidemment, j'ai pas eu le temps de lire tout venait, j'ai pas eu le temps de lire tous les articles de Carte d'Info sur la question, et j'ai pas eu le temps de relire Politiser le bien-être, l'excellent livre de Camille Dest. Néanmoins, j'ai eu le temps de faire, c'est vraiment pas très drôle, pardon, un séjour en psychiatrie. Du coup, je vais pouvoir vous lire les définitions de la dépression selon les personnes qui en sont réellement touchées, aka pas le DSM. Le DSM, c'est un bouquin absolument trop complexe à comprendre pour nous. Parce que nous, la dépression, en soi, on la vit au quotidien, donc bien que les dépressions soient plurielles et propres à chaque individu, globalement, on s'est un peu tous entendus entre jeunes sur le fait que ça nous pétait les couilles. Pour être diagnostiqué dépressif, il faut remplir globalement 5 symptômes parmi pas mal de trucs. Je suis pas psychiatre et j'ai pas envie de vulgariser un truc dans lequel je n'ai absolument aucune compétence requise pour parler de ce sujet. Cependant, la dépression, moi je la vis au quotidien et du coup je me suis dit ça pourrait être intéressant pour les personnes qui se demandent comment est-ce qu'on vit la dépression, d'en faire un petit résumé à l'aide d'écrits que j'ai pu recueillir, de poèmes, de trucs comme ça, pour que ça aide aussi peut-être à comprendre l'état général dans lequel se trouve notre situation. Par état, j'entends état psychique. Bon, si on connaît tous les prénoms de Lacan et de Freud, pour le coup, on connaît moins les prénoms de ceux qui souffrent de la dépression, puisque en fait on est beaucoup trop. D'un côté, on a les sachants, on a ceux qui théorisent, ceux qui sont scientifiques, ceux qui s'y connaissent, les dents de la mer. Et de l'autre, on va avoir ceux qui souffrent, ceux qui sont mal et ceux qu'on réduit au silence. Et j'aimerais bien qu'on arrête de séparer véritablement les hommes en fonction de s'ils vont bien ou mal et de les stigmatiser en fonction de leurs troubles mentaux. Parce que les droits de l'homme et du citoyen sont inaliénables et que les troubles psychiques ne les annulent en aucun cas. Bon, ok, il y a plein de débats à avoir sur la psychiatrie. Est-ce que les soins sont par eux-mêmes, par essence, source d'aliénation? Est-ce que les pratiques psychiatriques dans l'hôpital ne favoriseraient-elles pas l'isolement et donc au final le ravage des esprits? Est-ce que la justice fait bien son taf en condamnant parfois des personnes atteintes de troubles mentaux et donc qui agit par essence de martialisationniste? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi désaligner notre langage courant? Chez Nicolas, j'ai changé d'avis. Je suis sexiste. J'ai coupé un peu de la feuille. Peut-être qu'on ferait bien de s'appuyer sur l'essentiel de ce qui résulte des soucis de la santé mentale, des failles, on va dire, la prise en charge de ces enjeux. Est-ce qu'au final d'ailleurs, bon ça c'est mon point de vue, mais l'anorexie ne serait pas le résultat de l'effacement du corps voulu par les hommes dans une logique patriarcale, l'effacement du corps tout court, parce que bien évidemment il y a aussi des hommes qui en sont touchés, bien que minoritairement. Bien évidemment on a besoin d'ethnographes, on a besoin de sociologues, on a besoin de politologues. Je vous montre une étude là qui montre dans quelle galère on est au niveau des hospices. Bon bref, il y a tellement de questions qui me viennent en tête, qui touchent à la psychiatrie et du coup à tellement d'autres choses. Mais moi j'ai véritablement essayé de m'intéresser à la psychologie des personnes que j'ai pu rencontrer en HP.
J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont en HP et qui n'en reparleront jamais. À bannir de son récit, de son récit de soi. Au contraire, moi j'en parle. Parce que, en fait, c'est pas nécessairement une expérience commune, même si, au vu des chiffres, on pourrait dire que c'en est une. Et même, je pense que ça peut être super intéressant de se demander, en tant que personne extérieure, c'est quoi un hôpital psychiatrique ? C'est à quoi ça ressemble ? Et même si, j'y connais rien, je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, pas psychologue, je suis juste la soignée dans l'histoire. Ça peut être bien d'avoir l'avis de la personne et tu vois, juste pas avoir les avis MAPS de la CPU. Ça peut faire peur de lire les avis MAPS. A raison. Même si parfois je me demande, est-ce que la contention, c'est pas au final la contention des esprits qui s'opère trop de réflexion. Grâce à des penseurs décolonialistes comme François Fanon, la psychiatrie, elle a évolué. Pas que grâce à lui, mais on va le citer quand même, parce que c'est un grand homme. Bon, je vais vous en parler vite fait, parce que j'ai un truc dessus. François Fanon, il est né en 1925 en Martinique. Il quitte la Martinique pour rejoindre les FFL, les Forces Françaises Libres. Il va étudier après la guerre la psychiatrie à Lyon. Bon, il fait face à du racisme, parce qu'il est en métropole. Et il devient psychiatre en 51. Un an plus tard, il va publier Peau noire, masque blanc. En 53, il va aller travailler dans l'Algérie française, l'Algérie colonisée, en HP du coup. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que François Fanon a fait un travail énorme. L'hôpital est malade. Pour le soigner, il faut soigner le personnel soignant. D'abord, il faut ouvrir les murs. Il faut ouvrir les comportements, les caractères, les visages, les attitudes, les esprits, les idées, enfin. On ne dit plus que ça. Les malades qui vont sortir librement de leur pavillon. Les patients de l'hôpital psychiatrique, c'est des personnes qui ont parfois fait subir la torture aux Algériens, aux colonisés, aux dominés par la puissance colonisatrice. Donc, il s'en va en Tunisie et rejoint le FLN, le mouvement d'indépendance algérien. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Au Maki, j'ai vu des moudjahidines qui essuyaient les larmes de leurs femmes, qui avaient été violées sous leurs yeux. Ce qui me tue, c'est les tortures. Des fois, ça m'arrive de torturer plus de 10 heures par jour. Il a notamment dit, c'est un fait, les hommes blancs considèrent qu'ils sont supérieurs aux hommes noirs. Dans Peau noire, masque blanc, il va essayer d'explorer l'héritage psychologique et social du colonialisme au sein des communautés non blanches dans le monde entier. Fanon, il va écrire notamment « Pour le noir, il n'y a qu'un destin et il est blanc ». Ça veut dire que le noir veut être comme le blanc, que les peuples colonisés ont été formés par la culture coloniale dominante. La seule façon d'échapper à cette situation, ça semble consister à mener une existence de personnes blanches. Alors oui, ça mêle des enjeux politiques, mais ça prouve bien que la santé mentale, la psychiatrie, c'est un enjeu politique. Les populations colonisées subissent des violences institutionnelles notamment, que la psychiatrie peut prouver à l'aide d'autres sciences. Le 7 octobre 2025, Anne-Sophie de Surgy, secrétaire nationale à la santé mentale du PS, écrit dans une tribune « L'année 2025 devait être celle d'une révolution dans la prise en charge de la santé mentale, désignée grande cause nationale, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Après avoir été si longtemps oublié des politiques publiques, reléguées au silence ou au traitement des fous, que reste-t-il de ces promesses ? Un slogan accrocheur, des numéros verts, une campagne médiatique et des dispositifs décriés. C'est-à-dire que toutes les mesures un petit peu d'autocongratulation de ces assises, dire que c'est un moment historique alors que ça n'a pas été programmé avec les acteurs de terrain, c'est plutôt de la communication qui évite les débats de fond. Donc on peut mettre en place tous les numéros de téléphone qu'on veut. S'il n'y a pas des gens pour être là auprès des personnes les plus en difficulté, ça ne marchera pas. Il ne fallait pas associer les deux, santé mentale et psychiatrie ? Si vous voulez, le problème c'est que la santé mentale, alors ça moi j'ai écrit un livre là-dessus, la santé mentale au départ c'était prendre soin des gens et puis au fur et à mesure des
des années, notamment en 2005, il y a un rapport de l'Union européenne qui dit avoir une population en bonne santé mentale, ça permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Donc en fait, la santé mentale n'est plus du tout une question de soins, mais c'est une question d'économie. Et c'est ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire la mauvaise santé mentale coûte cher, etc. Donc la santé mentale, on va raisonner plutôt sur des coûts pour la société plutôt que sur des soins à des personnes malades. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que dans ces assises, il va y avoir tout un tas de gens qui vont être invités. C'est le même programme que les programmes des grands congrès financés par les laboratoires pharmaceutiques depuis 10 ans. Les thèmes, c'est les mêmes thèmes que de tous les rapports de la psychiatrie et surtout de la santé mentale depuis 20 ans. Ce que va avancer Anne-Sophie de Surgy dans sa tribune, c'est que chaque année, une personne sur 5 est concernée par un trouble psychique, soit 13 millions de Français. Et ça rejoint exactement ce que je disais au tout début. Elle dit que le suicide reste une des premières causes de mortalité chez les jeunes. L'anxiété a en effet envahi les Français dans un contexte national et international particulièrement préoccupant. Sa tribune, je la trouve extrêmement intéressante et aussi préoccupante. En effet, elle continue. Le délai d'attente moyen pour un premier rendez-vous en centre médico-psychologique se situe entre 6 mois et 1 an, et jusqu'à 2 ans en pédopsychiatrie. L'accès à un psychiatre est extrêmement compliqué, voire impossible, dans certains territoires. Je vous mets là les graphiques de Le Monde qui illustraient parfaitement ce propos, touchant notamment les DOM-COM. Les dépressions liées au travail explosent et les troubles psychiques sont la première cause d'arrêt maladie de longue durée, dit-elle. Malgré cette réalité, la santé mentale reste peu financée, la psychiatrie recevant une dotation trop faible, eu égard au poids réel des troubles, et l'investissement dans la prévention est minime. Face à ce défi d'ampleur, Emmanuel Macron a laissé s'installer un désert dans lequel un trop grand nombre de personnes se retrouvent sans accompagnement. Anne-Sophie de Surgy en arrive à une conclusion globalement assez alarmante. La santé mentale n'est pas traitée comme un enjeu politique réel. Pourtant, elle est porteuse de sujets qui concernent chacun d'entre nous et viennent effracter le réel politique en montrant ce que l'on ne souhaite pas voir. Les politiques publiques s'occupent d'ordinaire du visible, du mesurable. La santé mentale, elle, expose une dimension invisible et intime que l'on voudrait tenir à l'écart, car elle met en lumière la fragilité humaine, source de tabous, la responsabilité de notre collectif et la question de l'organisation de la société dans la souffrance. Cette grande cause révèle avant tout un mal-être politique, l'incapacité à faire face au réel de la souffrance psychique dans notre société. Aujourd'hui, la population crie son mal-être. Inégalité, précarité, souffrance au travail, mal-logement, discrimination, racisme. Ces mots génèrent leur lot de troubles. Angoisse, solitude, dépression jusqu'au suicide. La santé mentale n'est pas seulement une question privée, c'est un enjeu politique. Et ça rejoint exactement ce que j'avais déjà dit dans mon premier podcast. Elle devient le reflet de l'état de la société et révèle la crise des institutions autant que celle du lien social. L'ignorer, c'est refuser de voir qu'elle est un miroir de notre vivre ensemble, un indicateur de la santé globale de notre démocratie. Ne pas l'entendre, c'est se condamner à gouverner une société en souffrance silencieuse. Il faut donc repartir au fondement de notre démocratie en écoutant avec attention et empathie les Français afin de répondre avec justesse à leur colère et à leur désarroi. C'est à ce titre qu'ils retrouveront la confiance dans leurs élus et leurs institutions. Il faut avoir le courage de rendre visibles les problématiques de santé mentale longtemps ignorées, en commençant par la prévention en refondant la médecine scolaire, afin de donner accès à chacun à un accompagnement médical, psychologique et social. Il faut également permettre l'accès à des soins psychologiques et psychiatriques pour tous, dans l'ensemble des territoires, avec une articulation de la prise en charge entre l'hôpital et la ville, afin de réduire drastiquement les délais de rendez-vous et soutenir les équipes hospitalières. Les soignants se battent au quotidien face à la chute de nombre de lits, à la pénurie de personnel et se retrouvent épuisés, avec des salaires peu attractifs et un manque de reconnaissance constant. Il est urgent de rendre visibles ces enjeux dans le monde professionnel et dans tous les lieux qui font face aux problématiques d'exclusion, de précarité et de privation de liberté. La santé mentale doit être reconnue comme un pilier de notre pacte républicain. Sans elle, il n'y a pas de dignité individuelle, pas de justice sociale, pas de société capable de cohésion. Ne pas se laver depuis 4 jours, se coucher à 2 heures, se lever à midi, avoir scrollé pour s'oublier, avoir envie de se faire du mal, essayer d'appeler ses amis sans qu'ils ne répondent, la fatigue constante, l'envie de mourir, ne pas prendre ses médicaments pour leur goût ou parce que je suis plus fort que ça. La dépression, c'est perdre toute envie de faire quelque chose sauf de dormir. C'est les yeux qui se ferment tout seuls, perdre toute créativité, avoir peur du bruit des portes qui claquent, culpabiliser quand on se plaint, culpabiliser parce que malgré tout on hiérarchise nos problèmes,
problèmes, répondre oui ou non sans le penser car on pense plus par soi-même, avoir un rythme décalé par rapport à tout le monde, manger à des heures aléatoires et faire des crises pour se sentir exister. C'est être dans son lit et ne pas réussir à en sortir. C'est essayer de prier pour que tout s'arrête sans même croire en Dieu. C'est avoir toute sa chambre et sa maison en bordel. C'est être sale, mettre les mêmes habits tout le temps. Faire payer ses darons 50 balles l'heure pour des psychanalystes déguisés en psychiatres, absolument là pour l'argent. C'est aussi chercher la source de sa dépression en sachant qu'il n'y en a pas. C'est une maladie comme une autre et le jugement de ses proches, le jugement des autres, ceux qui parlent dans le dos car tu fais rien, c'est se couper pour survivre. C'est ne pas savoir quoi faire, ne plus avoir de concentration pour lire, pour écrire. C'est perdre des amis, perdre son calme, être shooté, faire des overdoses de tertium pour se calmer. C'est aussi choper des TCA au passage parce qu'en même temps le capitalisme nous rattrape dans tous ses aspects. C'est détester souvent ses proches parce qu'ils parlent fort et croient pas en toi, quand faut te laisser seul à la maison parce que malgré tout, tu pourrais sauter. La dépression, c'est aussi s'arracher les cils et les sourcils, la trichotillomanie, car je ne sais plus comment avoir moins mal. C'est scroller sans s'arrêter et ne pas pouvoir écouter des trucs de moins de 30 secondes, car tout est compliqué, tout fatigue. C'est tuer ses proches à petit feu, car le soutien est impossible. Parfois les crises d'angoisse, car je ne suis rien. Je ne veux plus exister, c'est aussi l'impression d'être totalement inutile à la société, d'être un chou-fleur, d'être une masse informe et inutile. La dépression, c'est aussi faire des efforts faramineux sans qu'on s'en rende nécessairement compte. C'est garder quelques amis et proches, mais aussi en vouloir à ses parents de nous avoir mis au monde, nous, et pas un autre. C'est entendre ses parents inquiets, parler dans notre dos, pleurer sous la douche, ne plus savoir quand pleurer. C'est être et ne rien être en même temps, être inutile, ne plus savoir aimer et qui aimer aussi. C'est la fatigue médicamenteuse et essayer de se sevrer mais capter qu'on est la maladie et qu'on est les médicaments. C'est être notre propre violeuse sous soumission chimique. C'est se saboter, se niquer la cervelle, se niquer la santé. Alors je sais c'est vraiment pas fun comme sorte de témoignage mais je pense que ça reste quand même assez important. Du coup je veux faire ce travail là quand même de vas-y pourquoi pas tu vois. Pour une personne la dépression c'est comme une prison, une boîte de laquelle on reste coincé pendant des semaines, des mois, des années et des décennies. Une boîte de laquelle on n'arrive pas à sortir malgré le fait qu'on essaye de toutes nos forces. Et d'ailleurs quand on croit en être sorti c'est finalement pas le cas. C'est une sorte de spirale. En fait on tourne en rond dans nos têtes. C'est un mal-être continu qui ne partira jamais malgré nos efforts. C'est une chose qui nous tue de l'intérieur à petit feu. C'est cette chose que père et mère ne considèrent pas comme une maladie, mais bien comme une ruse que j'utiliserai pour les rendre malheureux et détruire tout ce qu'on a construit. La dépression, elle détruit des amitiés et elle en construit d'autres, plus fortes et plus sincères. La dépression, elle nous permet de voir le monde d'un autre point de vue, de voir les choses de notre manière et elle nous change. On en devient plus ouvert d'esprit. Pour une autre personne encore, la dépression c'était un stade mental qui était atteint par l'homme quand il était au plus bas. Selon cette même personne, certaines personnes ne veulent pas être aidées. Ce qui le retient de ne pas trop sombrer, c'était ses frères. Il a trop de regrets et de haine, mais il vaincra cette maladie. Il dit qu'il aime écrire et qu'il aime conseiller les autres. Il dit avoir peur de la mort et peur de se la donner, mais y pensait souvent. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que côtoyer des gens qui allaient plus ou moins bien l'aider. Pour encore une autre personne, la dépression et globalement le mal-être se résumait en cet écrit. Je déteste être prise comme une menteuse, ce sentiment de n'être pas prise au sérieux et ce sentiment de solitude qui me mettent au plus mal. Alors l'envie de se scarifier revient direct, ainsi que l'envie de mourir. Parfois j'arrive à lutter et parfois non. La sensation de soulagement comme si finalement c'est l'âme nous comprenait. Elles, les choses non vivantes sont les meilleures, car elles ne nous jugent pas. Elles ne nous laisseront jamais de côté et seront toujours là quand on en a besoin. Voilà, globalement, c'était les 4 ou 5 témoignages ou définition de la dépression, du mal-être que les personnes qui m'ont confié ces écrits ressentent. Maintenant, je vais interpréter mon petit slam que j'ai écrit pareil en HP. Voilà, si ça vous intéresse.
et l'éloquence de celles qui nous dominent n'est rien face à la parole et malgré tout face au rire des victimes. En CPU, j'entends crier et j'essaye de rendre compte sans m'échapper de l'asile. Je suis la meuf qui trimballe ses notes dans son carnet rose obèse avec son MP3 qui grésille. Je suis celle qui crie et qui menace, qui dans son lit, dans ses rêves tabasse, dans le vide mais bien des gens, qui écoute des podcasts, qui prend soin des autres et qui descend dans la rue un 10 septembre. Je suis de celles qui lisent des pentes et revendiquent leur maladresse. Je suis de celles qui s'attachent trop vite et donnent leur nume rapidement. De celles pour qui la communication est ivresse. Ranger ma chambre est devenu presque impossible, mais dans le jugement des autres, faut que je reste digne. Et les voir se piquer et rentrer sans savoir articuler un argument. J'ai pitié de ceux que dans les médias on juge, mais qui seront juste baisés par notre gouvernement. Avoir de l'inspi en HP, c'est cool parce que j'écris avec Laurent après l'ONU vient de déclarer la famine, mais mentalement toujours malade, mentalement toujours Palestine. Donc les histoires fictives deviennent réalité, fatigue constante et de dos tout le temps dans un environnement que j'exècre. Figé dans mes propres pensées, je sais même plus si de moi-même je suis maître. Local de la commune à Rennes, géré en partie par le daron. All Colibris are beautiful et la mairie peint tout. Je croyais pouvoir guérir vite mais non. Taciturne et l'air folle du monde qui m'entoure. De chez les sans-voix et les sans-noms j'écris. De chez les dépressifs et de celles qui ne canalisent plus leurs émotions je crie. Sortir d'une crise d'angoisse suicidaire où tout me paraît trop dur, insurmontable. Dans mon lit, je crie, dans mon coussin, je m'étouffe, j'ai envie de casser la table. Je tousse, je vomis presque ces mots que je jetterai à la gueule de ma mère après cet épisode que je ne saurais nommer sans l'aval d'un médecin, celui qui me sauvera. Se couper, pourquoi faire, sinon pour apaiser sur le moment même, mais baiser, pourquoi faire si ce n'est pas de l'amour qui irriguera pendant l'acte novène. Et puis les anxieux et anti-deb ne savent que masquer cette douleur qui est mienne. Je suis tombée très malade. De la dépression me voilà reine. Changement de traitement et fatigue chimique psychosomatique. Et j'essaye d'écrire un texte lourd de sens, pas long de moi raturé en bas de page, ni ta présence. Moi, je veux écrire un texto et moi aussi, Kenny West et Matt Damon réunis. Comparaison douteuse, mais les deux sont angoissants, donc crois-moi au pire. J'essaye de saturer ce qu'il est déjà, les bandes son, les algos, nos esprits démunis face à ce qui se passe à Gaza. Et ce qui est beau, c'est de voir que devant ma souffrance, je m'incline alors en public et je m'indigne. Je suis fausse comme la théorie cataloguée, pas baiser bordel. J'essaye de parler vite comme ils font RC, mais je suis pas poétique. Car rapport, mais les fils de bourge sont tous dépressifs, this is my take. Je lis panorama, ce truc que je perçois c'est le plafond. J'ai écrit tu t'as écrit si tous les suicidaires chambre droit le front. L'ambiance est indescriptible, dans ma tête c'est pleurer jusqu'à n'en plus voir. Ça crie, mais je suis seule perdue dans le jeu des miroirs. On m'a vendu les vacances comme un truc qui allait me faire du bien. L'écriture et la musique qui sont parvenus. À côté des autres, ma douleur c'est rien, on m'a pas vendu à des inconnus. Et si je le désire ardemment et qu'il ne pense qu'à mon corps et ses fonctions reproductrices, alors je mettrai en scène dans ma tête un amour fou où tu ne seras que factice. Parce qu'il n'y a pas écrit fan sur mon front malgré sa largeur. Et plus j'avance et plus j'avale des calories de grosses chiennes en chaleur. Toujours perpète pour les pédos dans les métiers du son et du cinéma. Et faire les fripes et voter à gauche t'empêchera pas tous ces chiens de pouvoir se péter les gigavillas. On prend sur moi et j'écoute suicide social parce que le suicide solitaire a pas marché. J'avais tellement peur de prendre du poids que j'ai enchaîné tous ces putains d'escaliers par peur et par contrainte et par pudeur et par crainte. Je suis là devant vous. Car sous Seresta et Aripiprazole, je m'améliore et j'accentue mon mal-être. Car à force d'être ici, enfermé avec du futur mort, avec les cris, je gamberge dans ma tête. Anxieux m'endort, me tourmente mon sommeil apparemment belle et mature. Je ne sais quoi en faire à part essayer de croire cela même qui me feront vivre un enfer. Car tous pareils, mais nés ainsi. Tous égaux, mais qu'en principe. Il m'a demandé ce que j'aimais le plus au monde et je n'ai pas pensé à toi car en vérité je ne savais que répondre, même s'il est vrai que l'écriture semble être la seule issue face à l'immensité du choix. Apparaît déçu qui souffrent, mais les voir s'engouffrer bien que trop jeune. Dans ce contre quoi je me bats, on me dit faut apprendre métier, à pas écouter en cours, à apprendre à désaimer pour connaître le désamour, ou apprendre à semer les idées qui foutent le doute sur un archipel de d'hier et soir. Je me trouve seule à peu près, on me demande pas beaucoup, juste de l'anarchie. Autre part que dans nos têtes, Gizmo je laisse râper sur l'euphorie et la fête que je ne connaîtrai jamais car rendre soi désagréable à la maison en général. L'insécurité je la chéris, il y a des raisons qui m'observent de près aussi, prête à crier Allman si salope me traite en animal. Et dans le néant qu'il nous propose, il m'a dit t'es jolie alors il aura mon intention et de mes intentions il obtiendra gain de cause. Quant à mon inconscient, je l'hypnotise moi-même, pas besoin de payer maman. Tiraillé entre deux mondes antagonistes, la dépression c'est pas très marrant comme symptôme, j'ai notamment ta mère la pute, les psychiatres, à tout raconter encore et encore devant chaque praticien, mes yeux se dilatent. Et je pleure en moi-même la gorge nouée, mais pas la corde au cou, je peux pas contrôler la vérité qui m'habite et je cite du Luther dans les à peu près. Râlait des femmes togo en triturant mes bracelets. Est-ce que je me dois de pas finir sous ces restats toute ma vie, cette merde est addictive, mais je m'en pète les reins, je le prends en dose récréative. Au dehors de
mes écouteurs, ça parle d'isonomie en cours de philo. J'entends les cris, les coups dans les murs de Malou en iso. D'ailleurs, je l'ai revu récemment et il va pas mieux, à la limite de me reproposer des trucs pour faire le mec plus vieux. Tout me dégoûte et tout me fuit. Fuite en avant de l'état de droit et meuf de droite, mais je m'en fous des espratelés. Je pourrais te mélanger Sprite et lait. Confiante qu'avec du sang, consciente qu'avec des cons, je voudrais fumer avec lui, mais l'horreur me théorise. Après, l'amour décroît à mesure qu'il ne parle que de lui et que j'écoute des musiques de mecs qui parlent de femmes comme j'aimerais qu'on parle de moi. Les orties et les ronces empêchent mon passage, mais pas à l'acte. Et c'est la Loire que je veux voir, c'est la seule à m'écouter sans avoir hâte de me voir partir sans jugement, sans que j'ai besoin de faire des efforts, de mettre de l'énergie pour un gars qui ne me considérera pas comme le devrait un mec aimant. Comme je l'aurais aimé, mais dans le doute, je garde espoir comme Mahmoud Darwish, croyant à la libération du peuple palestinien. Devrais-je m'en lui parler, devrais-je me taire et continuer à rapper médiocrement pour parvenir à tolérer leur comportement de chien, se dire insoumise aux préceptes des hommes et aux conneries que je devrais m'imposer pour leur plaire, que pour un temps, face au sceptre du patriarcat ou au style de domination intrinsèquement lié à l'argent. Quand je repense aux heures passées à philosopher au bord du fleuve, à repasser en boucle les sons de Jane Crack et Winter Zuko, pour finir avec l'envie de me jeter dedans, la raison s'égare et quand dans la gare il me laissait toute seule avec mes idées TS en arrière-plan, j'ai jamais eu à me plaindre, j'ai jamais capté pourquoi je souffrais, j'enfile mon attirail et je dis ça en ville pour me sauver. Crise d'angoisse, ce resta mon seul flex, c'est d'être légalement shooté. Et je disais cette impression de ne rien connaître à la politique ou à l'histoire état de droite, c'est polysémique comme l'état de droit en fonction de qui est au pouvoir.